Pourquoi Vine s'est arrêté? C'est littéralement l'ancêtre de TikTok et des shorts en 2012. À l'époque, le succès est fulgurant. 3 mois après sa sortie, ça a dépassé YouTube. Logan Paul, Lele Pons, tous viennent de là. Et 3 ans après, c'est la faillite. Comment un si bon concept, avec autant de succès, peut disparaître comme ça? C'est simple, ce qui a fait sombrer Vine, c'est cet immeuble. En fait, l'app est la création de 3 hommes, Dominic, Russ et Colin. Ils ont même pas eu le temps de sortir leur appli que Twitter les avait déjà rachetés 30 millions de dollars. C'est pour ça qu'Elon Musk passe son temps à faire des sondages sur X pour savoir s'il faut le relancer. Non seulement le concept était fou, mais surtout c'était complémentaire avec Twitter et ses 140 caractères. Et ils ont eu raison, l'appli a explosé dès sa sortie. Par contre, il y avait un problème, ils savaient pas comment se monétiser, où mettre les pubs, qui ou quoi faire payer. Pour Twitter, c'était pas grave, c'est normal pour une startup de perdre de l'argent. Mais pour les créateurs de Vine, c'était une autre histoire. Ils font des dizaines de millions de vues et ça se monétise. On parle de 3 à 5 dollars par millier d'abonnés pour une vidéo sponsorisée. Les plus gros créateurs, surtout des Américains, ont alors une idée de génie. Tous se regrouper dans un immense complexe pour créateurs de contenu, au 1600 Vine Street. Comme ça, ils pouvaient s'entraider, faire des feats, réfléchir ensemble à ce qui serait à la mode et surtout mettre en avant le contenu des uns et des autres. C'était l'Eldorado. Ils avaient le contrôle entier de la plateforme, mais Twitter l'avait un peu mauvaise. Eux, ils touchaient pas un centime, ça empêchait les nouveaux créateurs de percer et c'était pas trop le genre de contenu qu'ils voulaient produire. Donc il y a une sorte de guerre secrète qui s'est engagée. Vine a commencé à moins mettre en avant ses top créateurs qui avaient l'impression qu'on leur crachait dessus alors qu'ils faisaient vivre la plateforme. Pendant tout ce temps, dans les locaux, c'était la catastrophe. On changeait tout le temps de CEO, personne ne savait quoi faire niveau stratégie, Insta a lancé aussi les formats courts, YouTube avait une meilleure monétisation, alors les Viners commençaient à poster autre part et les vues diminuaient. Mais il reste encore une chance d'inverser la tendance. Un jour, une vingtaine des plus gros créateurs décident d'organiser une réunion secrète avec les équipes de Vine. Là, ils leur expliquent le deal. Si Twitter accepte de payer 1 million de dollars et de développer des outils pour les créateurs, par exemple pour pouvoir filtrer les commentaires insultants, ils s'engagent à poster 3 vidéos par semaine pendant 1 an. Pardon, j'ai oublié de préciser un mini truc. 1 million de dollars chacun, hein, bien sûr. Est-ce que ça aurait relancé l'appli? On saura jamais, parce que Twitter refuse de payer. À l'époque, leurs finances sont pas vraiment au top. Dans les semaines qui suivent, les influenceurs arrêtent de poster, suppriment leur compte ou disent à leurs abonnés de les suivre sur d'autres réseaux sociaux. Ça va finir d'enfoncer le clou de la tendance. Les plus petits créateurs suivent les gros. Et Vine ne s'en relèvera jamais. En fait, c'est presque un cas d'école. Vine, c'est une boîte qui a pas su évoluer avec son temps, qui a pris les mauvaises décisions et, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est souvent ça qui cause la déchéance des marques. Dis Saito, pour le prochain sujet, tu m'avais envoyé des articles de journaux, mais j'arrive pas à les voir. C'est normal, ils sont disponibles que si t'es dans le pays d'origine. Ok, et t'as fait comment toi? Voyons, j'ai juste fait appel à notre partenaire de toujours, CyberGhost VPN. Si t'as besoin de changer ta localisation et de contourner les géorestrictions, y a pas mieux. En un clic, t'as accès à tout le contenu bloqué en France. Par exemple, le catalogue étranger d'une 40aine de services de streaming, Disney+, Amazon ou Netflix. 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Et surtout, c'est au prix local, donc tu fais des économies. En Argentine, Disney+, c'est à 2,80€, Spotify 1,50€. Tiens, regarde. Attends, et ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs? C'est complètement fou. C'est les leaders mondiaux de la cybersécurité. Ils ont un réseau 100% privé qui chiffre les données et rend l'IP intraçable. Et comme faut pas qu'on soit les seuls à en profiter, sachez qu'en ce moment, ils font une giga promo, moins 83% et 4 mois gratuits. Pour seulement 2€ par mois, on peut protéger jusqu'à 7 appareils à la fois, satisfait ou remboursé sous 45 jours. De quoi régaler la famille et les amis. Alors pour ceux que ça intéresse, n'attendez plus et cliquez sur le lien en description. BlackBerry. Si je vous dis BlackBerry, ça fait remonter les souvenirs, non? En 2010, il représentait plus de 40% des smartphones aux USA. BlackBerry, c'était l'innovation technologique, les claviers, la sécurité, le téléphone de Barack Obama que les services secrets l'autorisaient à utiliser. Parce que oui, avant de complètement disparaître, ils ont été les maîtres du monde. Le premier appareil commercialisé par RIM, la société derrière BlackBerry, c'est ça, le 850. Vous savez quoi? C'est même pas un téléphone,
juste un appareil portable pour envoyer des mails sécurisés. En 1999, c'est une pure révolution. À Wall Street, tout le monde se l'arrache, c'est l'outil parfait pour les hommes et les femmes d'affaires surbookés. Faut attendre 3 ans pour que sorte le BlackBerry 5810. À l'époque, les téléphones, c'est ça. Et le 5810, il les explose tous. Non seulement vous avez votre boîte mail, les SMS, mais aussi un accès à Internet. Et vous pouvez téléphoner, même s'il faut brancher un casque parce qu'il n'y a pas de haut-parleur. C'était fait pour les professionnels, mais en fait, tout le monde commence à l'adopter. C'est tellement addictif qu'on les surnomme les Crackberry. Alors d'après vous, comment ils ont fait pour se faire distancer par la concurrence? J'ai ma petite idée, hein. Alors, oui et non. En vrai, on survend un peu l'arrivée de l'iPhone. Le premier modèle, il était stylé, mais c'était un peu un gadget. Ça avait pas de batterie, c'était hyper cher, manquait plein de fonctions, le correcteur automatique marchait pas très bien, technologiquement c'était fou, mais il y avait de la marge de progression. D'ailleurs, les patrons étaient pas inquiets, ils ont eu le temps de faire leur propre version, et c'est ça qui va causer leur perte. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était la capacité d'Apple à améliorer leur modèle rapidement. Dès l'année suivante, ils sortent l'iPhone 3G et l'Apple Store. À partir de là, c'est clair. Même si les iPhones sont pas parfaits, le public veut un ordinateur dans sa poche. Et Apple leur propose. Ça, plus l'arrivée d'Android de Google, fout un énorme coup de pression à BlackBerry. Faut absolument qu'ils sortent leur version, sinon ils vont se faire devancer. Et pour ça, ils ont un plan, le Storm. Pour se différencier, il y a un écran tactile sur lequel il faut vraiment appuyer, ce qui aurait un meilleur feeling. Sauf que leurs équipes n'ont jamais bossé avec ce genre de technologie et ils ont que 9 mois pour développer le modèle s'ils veulent garder leur contrat avec les opérateurs internet. Forcément, quand ça sort de l'usine, c'est pas vraiment au point, les équipes de développement le savent, sauf que c'est trop tard, la machine est lancée. 1 million de téléphones sont vendus parce que BlackBerry a une super image auprès du public. Mais c'est un fiasco. C'est rempli de bugs, l'écran fonctionne pas bien, des dizaines de milliers de Storm doivent être échangés et remplacés. Parfois, c'est même les téléphones de remplacement qui sont renvoyés aux usines. L'entreprise perd un demi-milliard de dollars dans l'histoire et ruine son image auprès du public. À partir de là, c'est la descente aux enfers. Le tout premier BlackBerry sous Android sort seulement en 2015, tout le monde est déjà passé à autre chose. Aujourd'hui, l'entreprise existe encore, mais ils ont lâché les téléphones, ils sont dans la cybersécurité. Et on n'est pas prêt de les revoir sur le marché. En 2022, ils ont arrêté le support de tous leurs logiciels. Des exemples comme ça, il y en a plein. Kodak, par exemple, c'est sûrement le plus connu. Pendant presque un siècle, quand on voulait parler d'un appareil photo portable, on disait un Kodak. Et c'est normal, c'est la première entreprise à avoir mis sur le marché des appareils à pellicule, beaucoup plus simples à développer. Dès la fin du 19e, vous pouviez prendre des photos n'importe où et pour pas trop cher, grâce à Kodak. C'était le fleuron technologique des années 1900, le Google de son époque. Ils sont les premiers à commercialiser les pellicules couleur. Pendant la guerre froide, ils bossent avec la CIA et font des caméras pour les satellites du gouvernement. Rien ne pouvait les arrêter. Jusque dans les années 90, ils avaient presque le monopole des appareils photo à pellicule. Ce qui va les faire sombrer, c'est leur incapacité à changer. En 1975, un de leurs employés, Steve Sasson, invente le premier appareil photo numérique portable. C'était en noir et blanc et ça s'enregistrait sur une cassette. Mais le futur était là. Sauf que, ça va pas intéresser Kodak. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, leur profit vient surtout de la vente de pellicules. Passer au numérique, ça voudrait dire perdre beaucoup d'argent. Surtout que, même si le prototype de Steve est fou, il est pas prêt à être commercialisé. Ils ont bien 10 ans pour s'y préparer. Laisse-moi deviner, quand c'est devenu la mode, ils étaient pas prêts et ont fait faillite ? Eh ben non, pas du tout. Ils ont continué d'investir et de développer dans le digital. Et quand ils ont sorti leur nouveauté, ça a fait un carton. C'était les plus vendus aux USA. Normal, leur image de marque était imbattable. Le truc qui les a enfoncés, c'est leur stratégie. Déjà, ils ont attendu le plus longtemps possible pour maximiser les profits des pellicules. Donc au lieu d'être les premiers, ils étaient en compétition avec plein de gens. Et eux, ils avaient parié sur des appareils haut de gamme, très chers, sauf que le public s'est vite tourné vers les options les plus économiques. Ensuite, ils avaient aucune idée de quoi faire de leurs vieilles usines. Ils ont essayé d'investir dans l'industrie chimique, ça a été un énorme échec. Ils ont aussi essayé de faire comme Polaroid, avec les photos instantanées, mais ils se sont pris un procès à 900 millions de dollars et ont dû arrêter. Résultat, ils ont commencé à vendre des appareils photo à perte pour rester compétitifs, et le temps qu'ils changent de stratégie, les gens prenaient des photos avec leur téléphone. Et encore, là, je résume les décisions catastrophiques, comme le moment où ils ont investi dans l'impression photo, au lieu de se dire que les gens allaient les conserver sur leur ordi. En
En quelques années, ils vendaient plus rien, leur modèle était dépassé et ils ont fait faillite. Alors qu'on le rappelle, la technologie des appareils numériques, ils l'avaient depuis le début. Ça me rappelle un peu la grande époque des cassettes et des DVD. Quand j'étais petite, j'adorais, il y avait encore des boutiques pour louer des films un peu partout. Tout le monde ne le sait pas, mais Netflix, au départ, c'était une entreprise de location de films. Vous commandiez des DVD sur internet et on vous les envoyait par la poste. Amazon a essayé de les racheter pour 15 millions et ils ont refusé. Puis quelques temps plus tard, ils ont essayé de se vendre à Blockbuster, la plus grosse chaîne de magasins de location de films aux USA. Résultat, si quelqu'un les avait achetés, on n'aurait sûrement pas eu le Netflix qu'on connaît aujourd'hui. Puis la marque aurait disparu. Alors que dans notre réalité, c'est Blockbuster qui a fait faillite. Informatique et DeLorean. Tu veux en venir où? On sous-estime beaucoup la quantité de marques qui ont disparu après s'être fait absorber. Je suis sûr qu'il y a des noms iconiques que t'as oubliés comme ça. Genre si je te dis Alice, Club Internet, Numéricable... Oula, t'as débloqué des souvenirs enfouis dans les années 90. Exception faite d'Alice qui a été récupérée par Free, le reste ça a fusionné avec SFR. Moi j'adore me dire qu'il n'y a pas grand chose, on aurait pu vivre dans un monde où les marques s'étaient rachetées dans l'autre sens. Les magasins Tati, tu t'en souviens, ça a existé depuis les années 40 et ça s'est fait récupérer par Jiffy. Nos parents, ils avaient les supermarchés Mammouth et tout est devenu Auchan. Mais là où c'est le plus courant, c'est dans l'informatique. Entre les studios de jeux vidéo qui sont rachetés, les startups absorbées, les marques fusionnées, c'est difficile d'avoir du succès sans disparaître. Alphabet, la maison mère de Google, ils ont récupéré plus de 250 boîtes depuis leur création. Et la plupart du temps, ils les intègrent dans des produits qu'ils ont déjà. Ok, mais là, c'est des marques qui avaient pas encore marqué l'histoire. T'as pas des trucs plus iconiques? Genre la DeLorean de Retour vers le futur, c'est devenu quoi? Alors, en fait, l'entreprise avait fait faillite avant même que les films sortent. Ils ont jamais eu le temps de profiter de la notoriété. La voiture est une invention de John DeLorean, un talentueux ingénieur américain célèbre pour son travail chez General Motors, où il finira même vice-président de la production. Richissime et un poil excentrique, il quitte son poste pour former sa propre marque et lance la production de la DeLorean. Sauf que pas de bol, les problèmes de production s'enchaînent, la voiture se conduit pas hyper bien, on est loin de la perfection que John imaginait. Même s'il y a eu un peu d'engouement, les ventes sont carrément surestimées. Ils en produisaient 2 fois trop et rentraient pas dans leurs frais. En plus de ça, l'année suivant la sortie, John se fait épingler par le FBI pour trafic de cocaïne. Alors, on va découvrir qu'en fait, l'agent qui l'a épinglé l'avait carrément manipulé. Il s'était fait passer pour un investisseur, John avait avoué que l'entreprise manquait d'argent, alors il lui a proposé de faire du trafic. Et John, il a accepté pour rembourser ses dettes. Pas glorieux, mais au procès, il sera acquitté. Sauf que le mal était fait. Après ça, impossible de redorer l'image de la marque auprès des investisseurs ou des consommateurs. En 1982, la marque fait faillite, c'était 3 ans avant la sortie du film. Le plus grand cirque du monde. En fait, la fin d'une période iconique, c'est souvent la fin d'une époque. Les appareils photos, les téléphones, les DVD. Je crois que j'ai le meilleur exemple possible. Tu connais P.T. Barnum, celui qui organisait des tas de représentations à travers les USA, où il montrait au public des horreurs de la nature. Oui, c'est lui dans The Greatest Showman, quoi. Alors oui, mais dans la vraie vie, il était moins sympa. Déjà, il était hyper raciste, et il avait pas trop de limites pour attirer les gens dans ses spectacles. Il a acheté des esclaves, exploité des gens, manipulé, trompé, menti, même autopsié en public ses anciens compagnons. Mais en fait, ses débuts, on les connaît plutôt bien. Ce que les gens oublient souvent, c'est qu'il est aussi à l'origine du plus grand cirque de l'histoire. Ça a commencé quelques années après qu'il ait laissé tomber le musée. Barnum, qui a la soixantaine, se fait convaincre de se lancer dans le cirque. Le coût marketing est énorme, son nom est célèbre et déjà associé à des spectacles dantesques. En un an, le musée itinérant, la caravane, la ménagerie et l'hippodrome de P.T. Barnum se vantaient déjà d'être le plus grand spectacle du monde. Pour optimiser les déplacements à travers les USA, le cirque fabrique des wagons de trains spéciaux, qui peuvent être chargés par l'avant et par l'arrière, ou carrément descendus entièrement grâce à un système de poulies. Car oui, le cirque se déplace en train. Barnum va même jusqu'à organiser des convois spéciaux pour que les habitants des petites villes alentours puissent venir assister au spectacle. Le premier gros coup, ça va être la fusion de son cirque avec celui de son concurrent principal, James Bailey. On l'appelle désormais le Barnum and Bailey Circus. Dans la foulée, ils font l'acquisition du plus iconique des animaux qui sera jamais présenté, Jumbo. Un éléphant qui aurait fait 4 mètres de haut, que Barnum achète aux zoos de Londres
et va faire voyager avec lui. C'est le clou du spectacle. Il va tellement marquer son époque que Jumbo devient un mot qui signifie quelque chose de grand en anglais. Ouais, Jumbo Size, c'est par rapport à l'éléphant. Il va rester 3 ans dans le cirque avant de mourir tragiquement, heurté par une locomotive en 1885. L'analyse de son squelette révélera qu'il était mal nourri et surexploité. Ses os étaient ceux d'un adulte de 60 ans, alors qu'il en avait 24. Mais peu importe, la gloire du cirque Barnum est déjà là. À l'époque, on se souciait moins du bien-être des animaux, ni de celui des humains d'ailleurs. Grâce aux brochures du début du XXe siècle, on sait qu'au sommet de sa gloire, le cirque avait besoin de 68 wagons de 20 mètres de long pour tout transporter. 13 terrains de foot. On y retrouvait l'homme télescope, l'homme chien, la femme à barbe, l'homme à la tête incassable, une centaine d'animaux exotiques, 3 troupeaux d'éléphants savants, 400 chevaux, et il pouvait accueillir 12 000 spectateurs. On pourrait croire que c'est fini. Mais après la mort de Barnum, le cirque est racheté par les frères Ringlin pour le faire fusionner avec eux. Il double alors presque de taille. C'est quasiment un village qui se déplace à travers le monde entier. Et il va continuer pendant presque 150 ans sans interruption. Et du coup, qu'est-ce qui va y mettre fin? Au début des années 2000, les gens commencent à moins apprécier l'exploitation des animaux dans les cirques, notamment les exotiques. Il y a pas mal de dramas, d'accusations de maltraitance, le cirque sera jamais condamné pour ça, mais ça fout un coup à sa réputation. Il se sépare d'abord des éléphants, qui étaient un peu l'attraction principale. Mais ça change pas grand chose, les mœurs ont évolué, les gens vont moins au cirque. Alors en 2017, il ferme, c'est plus rentable. Attends, mais je vois qu'ils ont repris l'an dernier. Ouais, sans animaux cette fois. Maintenant c'est des danseurs, des musiciens, des acrobates, il y a même une troupe qui fait du BMX. Ça s'appelle toujours le Ringling Brothers Barnum and Bailey Circus, mais qu'est-ce qui reste vraiment de l'original? En fait, si j'avais envie de vous en parler, c'est aussi parce que finalement, les marques et les noms, c'est des choses un peu intangibles. Si on a autant qui font faillite avant d'être relancés, qui s'effondrent pour ensuite être rachetés, c'est surtout parce que derrière les produits, il y a aussi des histoires. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qu'elles nous racontent a souvent plus d'importance que ce qu'on veut bien admettre. Encore merci à CyberGhostVPN d'encore et toujours nous soutenir. Protégez-vous, faites des économies et contournez les géorestrictions pour seulement 2 € par mois, le lien est en description.